Alors salut à tous, voici une petite vidéo que je fais concernant la traduction du livre Le Guide des aventuriers de la Côte des Épées, Donjon Dragon 5. Cette vidéo, c'est en fait la mise en son et image d'un article, plutôt d'un post que j'avais publié sur le forum NDD concernant cette traduction, et en particulier la traduction des noms propres, parce que c'est ce qui est le plus embêtant quand on a un bouquin de lore, comme on dit, c'est-à-dire un bouquin décrivant l'univers d'un monde fantastique. Il faut généralement que les noms soient traduits. Je dis il faut, on va voir pourquoi après. Mais ce qu'il y a d'important, c'est que la traduction de ce livre, qui est en fait la référence concernant la description du nord-ouest de Faerûn, c'est-à-dire la région de la Côte des Épées, et puis une grande partie également des contrées du Mitan occidental, et une partie des Marches d'Argent de la Haute-Forêt. Et ce livre est d'autant plus important qu'il va nous donner des informations sur l'état actuel des royaumes oubliés dans la 5e édition, parce qu'on a eu la Mage Peste pour la 4e édition, et pour la 5e édition, on a la Seconde Fracture. Donc ce livre-là, c'est le livre de référence pour nous donner des informations concernant les modifications qui ont pu être apportées à l'univers du point de vue justement du fluff. Donc on s'attend, du moins on espère, retrouver des traductions qu'on a l'habitude de voir, puisque c'est un univers qui existe depuis la toute première édition de Donjons et Dragons. Le problème, c'est quand on regarde ce livre, quand on l'ouvre pour la première fois, si jamais on ne connaît pas les royaumes oubliés, bon, eh ben, on va peut-être se dire c'est pas un problème, j'y connais rien, donc je prends les informations telles qu'elles me sont données. Et si jamais on a le malheur, et je parle de malheur quand on ouvre le guide des aventures de la Côte des Épées, si jamais on a le malheur de connaître et d'apprécier les royaumes oubliés des précédentes éditions, on se retrouve vite comme un orphelin parce qu'on n'a pas les noms propres qu'on a l'habitude de voir, en tout cas dans les traductions des éditions précédentes. Alors vous allez me dire, oui, mais en fonction des éditions, il y avait déjà des problèmes de traduction entre éditions. Oui, mais c'est quand même un petit peu dommage, quand on a 4 éditions derrière soi, de traduire, de façon parfois tout à fait nouvelle, des noms propres qui ont une histoire qui leur est propre auprès des amateurs de JDR, et en particulier auprès des amateurs des royaumes oubliés. Bon, on va pas parler, on va pas lister dans cette vidéo, c'est pas l'objectif, on va pas lister ne serait-ce que tous les problèmes de majuscules et de minuscules qui s'alternent sans cohérence dans les noms propres tout le long du bouquin. Ce sera beaucoup trop long et ce serait inutile. Simplement, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que en anglais, et c'est là le problème de la traduction française d'une manière générale, dans les bouquins de Donjons Dragons, mais sûrement dans d'autres livres, c'est qu'en anglais, lorsqu'il y a un nom propre, on met des majuscules à chacun des mots qui composent ce nom propre. Alors qu'en français, on doit limiter le nombre de majuscules. Si possible, on met les majuscules à un seul des mots qui composent le nom propre. C'est Lacroux qui explique, contrairement à beaucoup d'autres langues, le français n'aime pas la fatuité. Il sait vivre et répugne à multiplier les signes ostentatoires, d'où la beauté du musée du Louvre, avec une majuscule juste sur Louvre et pas musée, de l'Académie française, majuscule sur Académie et pas française, de la mer morte, majuscule à morte et pas à mer, et du massif central, majuscule à massif et pas à central. Donc on voit qu'il n'y a pas forcément de règles toujours communes à l'ensemble des noms propres, c'est pas forcément sur le premier mot qu'on met la majuscule, c'est pas forcément sur le second mot, si jamais au niveau des mots qui composent un nom propre, on a un nom commun plus un nom qui là va être strictement propre à lui tout seul, par exemple musée du Louvre, la majuscule sera sur Louvre, parce que c'est un nom propre à lui tout seul, le Louvre, mais le musée du Louvre en tant que tel est également un nom propre. On a également l'Académie française. L'Académie française, c'est un nom propre en tant que tel, et il va prendre une majuscule sur le début du nom propre. Tandis que au niveau du... Pareil sur Massif Central. La mer morte, ça c'est étonnant, on met la majuscule sur morte, et je n'ai pas la moindre idée de pourquoi.
Toujours est-il que quand on traduit un texte anglais en français, il faut essayer de respecter la casse, les règles de casse, c'est-à-dire de hauteur, de majuscules et de minuscules employées dans la langue cible, c'est-à-dire en français. On va convertir la casse de la langue anglaise dans la casse de la langue française. Donc, comme je vous l'ai dit, on va pas parler de tous ces problèmes de majuscules et de minuscules, en tout cas on va pas les lister, ça sert à rien. On va plutôt parler des traductions qui ont été réalisées ou non réalisées. Et on va venir classer en fait les traductions des noms propres en différentes catégories en fonction de la manière dont ils ont été traduits ou non traduits. Donc on va commencer avec les incohérences au sein même de l'ouvrage et au sein de la gamme. C'est-à-dire que par exemple, si jamais on prend la page 11 du livre Le Guide des aventuriers de la Côte des Épées, qu'est-ce qu'on va voir? On va nous parler du pays le Tétir. Alors moi je prononce Tétir, je sais pas s'il faut prononcer autrement, le Tessir, j'en sais rien, moi je prononce Tétir. Mais Tétir avec un accent. En anglais, il n'y a pas d'accent, parce que c'est de l'anglais, donc il n'y a pas d'accent sur les E. Et on retrouve sur la même page, la page 11, soit Tétir sans accent, T-E-T-H-Y, soit la version classique des anciennes éditions avec l'accent sur le E, soit une version complètement inventée où ils ont mis T-H-E, T-H-Y. Bon voilà, ils ont inventé, ils ont rajouté un H. Mais tout ça, c'est juste sur la page 11. C'est-à-dire que rien que pour le nom du pays Tétir, il y a 3 manières de l'écrire, de l'orthographier sur la même page. Donc c'est dire s'ils ont quelque chose à faire de la cohérence au sein du même bouquin, mais ne serait-ce qu'au sein de la même page, c'est désolant. Si on attaque le bouquin et qu'on tombe sur cette page, ce qu'on fait si jamais on lit dans l'ordre, on est très vite désemparé. Deuxième chose qui saute aux yeux, si jamais on connaît un petit peu l'histoire de la région, en particulier le Cormyr et les contrées du Mitan occidental, on va retrouver Darkhold. Alors Darkhold, il est laissé Darkhold dans la majorité de l'ouvrage, mais on retrouve Forteresse Noire en page 8. Le mont Otno. Alors Mount Otno a été traduit dans ce livre par Mont Otno. Autrement dit, ils ont traduit Mont, mais ils n'ont pas traduit Otno. Alors plusieurs possibilités, soit c'est parce qu'on ne sait pas comment le traduire, c'est pas évident, mais en tout cas, dans Donjons & Dragons 3, il avait été traduit par Mont Chodno, et on retrouve également Mont Chodno dans ce qui est le kit d'initiation. D'accord? Kit d'initiation Donjons & Dragons 5. Donc on avait déjà une traduction Mont Chodno en Donjons & Dragons 5, et cette traduction Mont Chodno devient Mont Hodno. Pour la cohérence au sein de la même édition, on repassera. Qu'est-ce qu'on retrouve après? Underdark, alors il l'avait traduit par Ombreterre dans les premiers ouvrages version française de la gamme Donjons & Dragons 5. On retrouve le mot Ombreterre dans le manuel des monstres. Et là, on retrouve Underdark pour Underdark, donc on ne traduit plus. Ce qui fait que si jamais quelqu'un ne connaît pas, n'a pas l'habitude d'employer ce terme, il va acheter le bouquin Manuel des monstres, il va se retrouver avec Ombreterre, et il va avoir un bouquin concernant le lore de son univers, et il n'y aura jamais l'Ombreterre dedans. Par contre, il y aura l'Underdark. Ensuite, si on regarde, on a la High Road. La High Road est traduite par Grand Route, ou par Grand Route avec un tiret, en fonction des pages qu'on regarde, alors que ça va être traduit par Grande Route, dans la mine perdue de Fancreux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On retrouve Mirabar, qui, alors là c'est un problème de recopiage, ils ont tapé Miramar en page 48, pareil, la rivière, la Mirar, elle est traduite par la Minar, avec un N. Donc là c'est simplement un problème de recopiage, hein, c'est vraiment dommage. Alors ils ont laissé des termes en anglais, alors que ces termes possèdent une traduction française connue dans les gammes antérieures de Donjons & Dragons. Qu'est-ce qu'on a? On a Silvery Moon, qui est laissé Silvery Moon au lieu de Lune Argent, Hardsval au lieu de Valser, Marsembé, en fait c'est comme c'est un mot anglais, qui est laissé en anglais, je sais même pas comment il faut le prononcer. Est-ce qu'il faut le prononcer Marsambé ou Marsambert, je sais pas. Alors que jusqu'à présent, il était traduit Marsambre. Tout comme il y a September, et en français, l'équivalent c'est septembre. Bon là il y avait Marsember, et il y a Marsambre. Voilà. Non, ils ont laissé Marsember. Et puis il y a Sornold,
alors que Thornhold avait déjà été traduit dans des éditions antérieures par Gardépine. Alors, il y a également des termes anglais qui jusqu'à présent n'avaient jamais été traduits et qui auraient pu obtenir une traduction française. On pense notamment au château Hartwick. Ça c'est un terme, ils auraient pu le traduire parce qu'en plus ils auraient pu faire la traduction qu'ils voulaient vu qu'il n'y avait pas d'antériorité dans des précédentes éditions. Alors on se dit, pour certains termes, c'est sûrement Wizard of the Coast qui leur a demandé de ne pas les traduire. Par exemple, Neverwinter, Silvery Moon, Waterdeep, Candlekeep, qu'est-ce qu'il y a, Daggerford. Là, on se dit, c'est d'un point de vue marketing, il y a un jeu, un MMO, qui s'appelle Neverwinter. Dans ce jeu, il parle d'autres villes, probablement qui doivent parler de toutes les autres, là, Silvery Moon, Waterdeep, Candlekeep et Daggerford. Et puis, ces mêmes noms de villes, Waterdeep, par exemple, c'est le titre d'un ouvrage. Titre d'un ouvrage dont le nom Waterdeep n'a pas été traduit. Donc il y a vraiment une volonté pour Wizard of the Coast, en tout cas c'est ce qu'il semble, il y a une volonté de conserver des termes anglais parce que ça leur permet d'avoir des termes un petit peu marques, termes un peu déposés, voilà. Mais dans ce cas on se dit, alors, si jamais ils n'avaient pas le droit de traduire Neverwinter, Waterdeep ou Daggerford, pourquoi est-ce qu'ils ont pu traduire Baldur's Gate par la porte de Baldur ? Là, je comprends pas, parce que Baldur's Gate, c'est aussi une licence de jeu. En plus, ils nous ont sorti une aventure, donc on pouvait imaginer, au vu de Waterdeep, l'aventure Waterdeep, le donjon du mage dément, ou Waterdeep, le vol des dragons, qu'ils n'allaient pas non plus avoir le droit de traduire Baldur's Gate. Et ben, résultat, ils ont eu le droit, ils ont traduit ça par la porte de Baldur, la descente en Averne. Bon, moi je suis très content qu'ils aient traduit Baldur's Gate, mais dans ce cas-là, il n'y a aucune cohérence entre le nom des aventures et puis le nom des villes qu'on ne peut pas traduire ou qu'on peut traduire. Enfin, il y a... Personnellement, moi ça me semble complètement incohérent. Alors, donc là, il y a des noms propres qui ne sont pas traduits. Il y a des noms propres pour lesquels les traductions sont mauvaises, malheureusement. Alors, les noms propres pour lesquels les traductions sont mauvaises, ou en tout cas sont différentes. Elles peuvent ne pas être mauvaises, mais elles sont différentes et bien souvent mauvaises. Prenons l'exemple. Ces termes dont les traductions sont différentes et a priori mauvaises, on va retrouver les monts du crépuscule, les chines du monde, les monts de l'épée, le fort Home, Griff Troll, les champs verdoyants, les cornes orageuses, enfin il y en a un bon paquet. On va juste parler de quelques-unes. Mais avant de parler de ces traductions, en fait la question c'est pourquoi diable est-ce qu'on devrait traduire ? Pourquoi diable on ne pourrait pas laisser tous les termes en anglais, et puis comme ça au moins on s'embête pas. Souvent on entend dire sur les forums, à chaque fois qu'il y a un bouquin qui sort, en tout cas au début quand ils ont commencé à sortir les livres en version française, les gens se disaient je préfère la VO, moi je préfère la VF. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette préférence personnelle, elle s'attache généralement à la version à laquelle on a été exposé pour la première fois. Et elle n'a pas de sens du point de vue de la critique ou d'un choix logique de traduction ou de non-traduction pour une gamme commercialisée dans de multiples pays. Le truc, c'est qu'on entend toujours sur les forums, ou en tout cas on lit, j'ai toujours connu Neverwinter et pas d'hiver, c'est trop moche, lol. Pas d'hiver, la loose, Neverwinter, c'est trop badass. Ça ne sert strictement à rien. Là, c'est simplement de la préférence, et c'est de la préférence juste parce qu'on a joué par exemple au jeu Neverwinter en anglais, Neverwinter Nights. Ou alors qu'on a découvert les Royaumes oubliés avec le MMO Neverwinter. Donc on va se retrouver à utiliser le terme Neverwinter, parce qu'on s'est habitué, on s'est accoutumé. Et on n'aime pas être bousculé dans nos habitudes. Mais de la même manière, quand on entend dire Waterdeep c'est de la fiente, on est en France ici ou merde, on va parler français, donc on va pas utiliser Waterdeep et on va utiliser au profond de point barre. En fait là, encore une fois, c'est la même logique qui s'amène. C'est parce que généralement, les personnes ont découvert eau profonde avec le terme eau profonde dans des bouquins qui étaient déjà traduits en français. Et ensuite, ils se retrouvent à utiliser des nouveaux livres dans une nouvelle édition avec cette fois un nom non traduit, alors que jusqu'à présent, il a été traduit. Donc là, il y a un changement des habitudes. Alors, on a peut-être besoin, pour savoir ce qu'il faut faire d'un point de vue de la traduction, se retourner un petit peu sur notre passé et regarder ce qu'ont fait nos ancêtres. Alors, faut bien comprendre que le phénomène de la traduction des noms propres, il remonte à l'Antiquité.
Déjà, les Romains traduisaient les noms propres des penseurs grecs et ils les traduisaient en latin, et cela afin de s'approprier intellectuellement leurs écrits. Et une fois que l'Empire romain s'est effondré, les connaissances et les travaux des penseurs grecs et romains ont continué à exister grâce à leur version traduite en langue arabe. Et ils parviennent jusqu'à l'Occident, au Moyen-Âge, grâce à une relatinisation de ces textes à partir de la langue arabe. C'est pour ça qu'il nous manque énormément de textes de la Grèce antique. C'est parce qu'on a on a récupéré aujourd'hui uniquement les textes qui avaient été traduits en langue arabe et qui ont été conservés au fil du temps en langue arabe. Donc on passe de Aristoteles à Aristou, puis Aristote, que maintenant on connaît bien, tout le monde connaît au moins le nom Aristote. Et de la même manière, le nom des penseurs du monde musulman est également occidentalisé pour être récupéré. C'est-à-dire que Ibn Rushd devient Averroès, et Ibn Sina devient Avicenne. Avicenne, grand penseur et grand médecin du Moyen-Orient, et pour ceux que ça intéresse, il y a un super film qui s'appelle L'Oracle, moi je trouve très intéressant comme film, qui s'appelle L'Oracle, et qui parle justement de la vie d'Avicenne. Bref, c'est un aparté. Et donc, en réalité, la traduction des noms propres, c'est un fait établi. D'autant plus qu'elle est nécessaire, cette traduction, au minimum, lorsqu'on doit écrire avec son propre alphabet le nom propre, ou même les noms communs, mais les noms propres de quelqu'un qui appartient à une culture qui ne possède pas le même alphabet. Donc on va devoir traduire, ne serait-ce que par la phonétique, la manière dont se prononce le nom de quelqu'un, si jamais, par exemple, on veut l'écrire avec notre alphabet à nous, alors qu'initialement il s'écrit en alphabet cyrillique, ou en langue arabe. Donc il y a de toute manière des impératifs de traduction, qui sont parfois simplement techniques, dus à l'alphabet. Sauf qu'avec le temps, maintenant, le temps est passé sous les ponts, et on se retrouve à l'ère de la mondialisation, et avec la mondialisation, on a besoin d'avoir un nom qui reste le même dans le monde entier. Il faut qu'on se fasse connaître de tout le monde sous une seule entité. Et cette entité, ça devient une marque déposée. Et on a vu énormément d'entreprises qui changent de nom pour avoir des noms compréhensibles par tout le monde, ou bien des noms qui ne veulent tout simplement rien dire par personne. Et donc c'est pour ça, par exemple, qu'on se retrouve avec EDF qui devient Engie. Voilà, super. Engie, oui, c'est une connotation énergie simplifiée, sauf que EDF, c'est Électricité de France. Alors bien sûr, si jamais un étranger dit Engie, il va peut-être comprendre que c'est énergie, mais s'il dit EDF, il comprendra pas. Sauf que EDF, ça signifie quelque chose. Électricité de France. Engie, ça veut rien dire. Deuxièmement, avec la mondialisation, il y a de plus en plus de flux d'humains, de flux de marchandises, de flux de devises, et on est de plus en plus familier, accoutumé à avoir affaire à des noms à consonance étrangère. Le truc, c'est que le soft power américain, par le biais des séries et des films, de la musique, enfin de tout ce qu'ils ont sorti, dont les bouquins Donjons et Dragons, associés à l'importance de l'anglais dans l'économie mondiale, elle-même étendue cette importance au poids des puissances économiques ayant l'anglais comme langue natale, ont fait que cette langue, la langue anglaise, on peut raisonnablement, et je mets bien des guillemets raisonnablement, ne pas la traduire. Car, ma foi, tout le monde comprend. C'est de l'anglais, tu parles anglais ou pas? T'as été au collège, t'as été à l'école, bon, bah voilà, donc t'es censé parler anglais, donc t'es censé comprendre, pas besoin de traduire. Aussi, même si la traduction des noms propres de personnes avait globalement pris fin à la Renaissance, il était encore coutumier de traduire les noms des lieux. Mais depuis la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, il y a eu la mondialisation qui a explosé et les puristes ont commencé à pousser à revenir au nom d'origine. Et donc, il y a tout un tas de géographes, notamment, qui souhaitent revenir à Santo Domingo au lieu de Saint-Domingue, des gens qui veulent Mumbai au lieu de Bombay, sauf qu'on n'a pas encore vu de puristes de la traduction vouloir revenir à Nihon au lieu de Japon, ou à l'Égyptien Al-Ascandaria pour la ville d'Alexandrie. Et ça montre bien qu'il y a une limite à ce que l'on est capable d'accepter comme retour en arrière. C'est-à-dire qu'on a des habitudes dans notre culture, on a pris l'habitude d'appeler Alexandrie, la ville d'Alexandrie, tout simplement parce que c'est la ville d'Alexandre le Grand, et tandis que Al-Ascandaria, pour nous, ça ne signifie rien. Et étant donné que la culture gréco-latine, c'est une culture qui est l'ancêtre de notre propre culture, on s'est approprié ces noms étrangers.
Donc on ne reviendra probablement pas, en tout cas pas tout de suite, à Alaskandaria pour la ville d'Alexandrie. Alors la question c'est traduction ou pas traduction? Est-ce qu'un nom propre, on doit automatiquement le traduire, ou est-ce qu'on peut ne pas le traduire? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de règle universelle de la traduction parfaite. Les modalités de traduction des noms propres, elles évoluent avec le temps, avec les usages du moment et avec la sensibilité du traducteur. Mais la traduction, elle doit tout de même respecter certains principes, et en particulier la traduction littéraire, ce qui est le cas dans ce qui nous intéresse pour le guide des aventuriers de la Côte des Épées. Et on a une formidable doctorante qui s'appelle Emmeline Lecuy, qui a fait une thèse sur, le titre c'est « Les tribulations d'un nom propre en traduction », et qui rappelle certains bons usages de la traduction littéraire, et on va essayer de les synthétiser ici, ou du moins pour les catégories de noms propres qui nous intéressent et dont on a déjà parlé. Bien sûr, on ne va pas reprendre toute sa thèse, je vais vous la mettre en lien dans la description pour ceux que ça intéresse, elle est très intéressante, très instructive franchement, mais on va reprendre uniquement les passages qui nous intéressent. Alors, premier passage, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Le traducteur doit produire un texte littéraire qui sera jugé comme tel par ses lecteurs. La traduction doit donc se fondre dans le paysage littéraire de la langue cible. Ça faut bien retenir. La traduction doit se fondre dans le paysage littéraire de la langue cible, parce que le texte littéraire, une fois traduit, doit être jugé comme tel, c'est-à-dire traduit, par ses lecteurs. Tant que l'on ne sent pas l'étrangeté, mais l'étranger, la traduction a rempli son but suprême. Mais là où l'étrangeté apparaît en elle-même et obscurcit même l'étranger, alors le traducteur trahit qu'il n'est pas à la hauteur de l'original. Alors avec ne serait-ce que cette partie, on comprend que le principal dans le choix de la traduction d'un nom propre, ce qui compte, c'est le ressenti du lecteur à la lecture du texte traduit. Si le lecteur a la désagréable impression que le texte qu'il lit comprend des noms ou expressions qui ne collent pas avec le reste du texte, ça veut dire que la traduction est ratée. Est-ce que cela signifie qu'il faut forcément tout traduire ? Non, elle donne des exemples. Pour un nom à un roman de Sir Arthur Conan Doyle, son personnage Sherlock Holmes, il habite au 221B Baker Street, le traducteur n'a pas intérêt à traduire Baker Street par la rue de la boulangère, car le nom propre Baker Street, parce que c'est un nom de rue, donc les noms de rue sont des noms propres, il fait référence à l'Angleterre. Sherlock Holmes vit en Angleterre, donc il est normal de rencontrer en Angleterre des noms propres anglais. Mais en ce qui concerne les royaumes oubliés, il s'agit d'un monde imaginaire. Les noms propres directement issus de ce monde imaginaire soit ne veulent rien dire en anglais, par exemple Everesca, Anorok, Mirabar, et sont des termes issus des langues des royaumes. Par exemple, Everesca, c'est un nom elfique, et donc ça a une signification, mais en elfique. Soit alors les noms propres signifient quelque chose en anglais. Et la langue parlée dans la région de la Côte des Épées et des contrées du Militant est le Chondatan. Ou Chondatan, je sais pas comment on dit, mais moi je dis Chondatan. Or, tout le monde dans les royaumes connaît Waterdeep. Et tout le monde dans les royaumes connaît aussi Baldur's Gate, en VO et sous ce nom-là. Il n'y a pas un PNJ de la surface de Faerûn, on parle pas d'Outre-Terre, parce que peut-être que dans l'Outre-Terre, ils ont des façons de désigner les villes de la surface différentes, mais en tout cas, à la surface de Faerûn, il n'y a pas un seul PNJ qui parle de Waterdeep en employant un équivalent dans sa langue régionale, en turmique ou en aglarondan ou en ce qu'on veut. Ils utilisent à chaque fois le nom Waterdeep, en VO. Ce qui signifie que les noms en anglais, qui ont une signification, sont employés non pas en chondatan, mais en langue commune. Waterdeep, eau profonde, c'est pas du chondatan, c'est de la langue commune. Et la langue commune est la langue parlée par tous à la surface de Faerûn, parce que c'est la langue des marchands. Et c'est également la langue des joueurs et du MD. C'est la langue avec laquelle tout le monde interagit avec tout le monde, et tout le monde doit comprendre ce qui est dit dans cette langue. Donc tout le monde parle la même langue autour de la table. Si quelque chose est compris dans la langue parlée autour de la table, ça veut dire que c'est dans une langue comprise par tous, à la fois du point de vue méta-jeu et du point de vue lore. Ça veut dire qu'on est sur du Waterdeep est égal à eau profonde. Waterdeep c'est en anglais, eau profonde c'est en français. Des Anglais qui jouent entre eux, ils comprendront tous Waterdeep. Des Français qui jouent entre eux, ils comprendront tous eau profonde. Comme l'ensemble des PNJ qui vivent dans ce monde et qui parlent la langue commune. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les Anglais possèdent une version, le livre, le guide des aventuriers de la Côte des Épées, ils possèdent une version où tous les termes sont initialement en anglais, leur langue maternelle. Et bien que Faerûn soit un monde imaginaire, étant donné que personne ne sait à quoi correspondent les consonances du chondatan, la langue parlée, on l'a déjà dit sur la Côte des Épées et dans les contrées du Militant occidental,
Il y a plus à parier que la langue comprise par le lecteur soit la langue commune des royaumes oubliés. La langue parlée par les marchands est donc partout à la surface de Faerûn. Le point dont nous fait la démonstration Emmeline Lecuy dans sa thèse, c'est que traduire, c'est chercher à produire dans la langue cible, c'est-à-dire de l'anglais au français, la langue cible c'est le français, un signifiant ayant le même signifié que le signifiant dans la langue source. La traduction cherche une équivalence sémantique entre la langue de départ et la langue d'arrivée. Or, pour beaucoup, les noms propres n'ont pas de sens. C'est même ce qui fonde la catégorie des noms propres selon Mill. Et si l'on considère les noms propres comme de simples étiquettes vides de sens, alors le problème de leur traduction ne se pose pas. Le rôle du traducteur est alors très limité. Il n'a qu'à transposer, inchanger le nom propre du texte source au texte cible. La théorie de la non-traductibilité des noms propres repose sur un nom propre considéré comme un signe linguistique incomplet, insignifiant et pas de signifié, et utilisé dans sa fonction identifiante. L'absence de besoin de traduire se transforme chez certains auteurs en une interdiction de traduire les noms propres, par respect pour ceux qui portent la marque de l'étranger. Et donc là, c'est la suite de notre raisonnement. On vient de voir que laisser des noms propres en anglais n'a pas de sens, car l'anglais n'est pas du champ datant, et c'est pas non plus du commun dans les royaumes oubliés. C'est la langue du lecteur qui est le commun dans les royaumes oubliés. Le lecteur de la traduction doit comprendre dans sa langue les termes qu'il lit, si ceux-ci sont compréhensibles par les lecteurs de la version originale dans leur langue et qui ne sont pas simplement des étiquettes vides de sens. Si jamais il y avait un mot qui était un mot anglais, si jamais il y avait un nom de lieu, un toponyme, je suis en train de chercher là sur la carte. Voilà, les collines de Trielta. Bon, les collines de Trielta ne veut rien dire en anglais. Eh bien, il est normal de ne pas le traduire, puisque ça ne veut rien dire en anglais. Donc ça ne va rien dire non plus en français. Donc c'est pas du tout un problème de ne pas le traduire. Parce que ça n'apporte rien en anglais. D'accord ? C'est ça ce que ça veut dire. Et c'est là un point important de la traduction des noms propres dans les univers de fantasy. Lorsqu'un nom propre possède un sens, lorsqu'il véhicule une idée, il vient renforcer ou compléter tout le background, toute la cohérence de l'univers. Et lorsqu'un terme n'est pas traduit alors qu'il est porteur d'un sens, il appauvrit cette cohérence et prive le lecteur des versions traduites de ces myriades d'informations dispersées à droite et à gauche. De la même manière, si jamais on ne traduit pas Waterdeep par eau profonde, pour quelqu'un qui ne parlerait pas l'anglais, encore une fois, on n'est pas à « aujourd'hui tout le monde doit parler l'anglais, c'est la langue du monde, etc. » On s'en fout. Pour quelqu'un qui ne parlerait pas l'anglais, tout simplement parce qu'il est trop jeune pour X ou Y raison, il a besoin de savoir que eau profonde signifie que c'est un port en eau profonde. Tout simplement. Pourquoi c'est un port en eau profonde ? Pourquoi est-ce que eau profonde s'appelle ainsi ? Eau profonde s'appelle ainsi parce qu'elle est située à l'un des rares endroits où les navires peuvent accoster et s'amarrer le long de la côte des épées. D'accord ? Alors que si jamais on utilise juste Waterdeep, eh ben déjà, soit on ne fait pas l'effort de traduire dans sa tête, soit on n'en est pas capable, tout simplement parce qu'on n'a pas les connaissances. Et donc, on n'a pas de sens eau profonde, et donc puisqu'on n'a pas le sens, on n'a pas l'idée que eau profonde puisse vouloir dire quelque chose, on ne peut pas en chercher le sens. Et on ne peut pas faire la corrélation entre le nom du lieu, le toponyme, et son histoire. Donc, je pense, par cette petite démonstration, et grâce à Emmeline Lecuy, avoir montré pourquoi moi, en tout cas, j'estime qu'il est important de traduire les noms propres, quels qu'ils soient. Alors, quand on regarde maintenant les noms propres qui ont été traduits, avec une certaine cohérence au sein du livre « Le guide des aventuriers de la côte des épées », on va pouvoir s'attaquer aux noms propres qui ont été traduits, mais qui n'ont pas conservé cette cohérence qu'avaient les noms propres des anciennes éditions, versions traduites. Alors par exemple, là, on va s'attaquer aux noms propres qui sont de pures et simples erreurs de traduction. Par exemple, il y a une erreur qui convient de faire remarquer, mais on va pas s'appesantir dessus tellement qu'elle est grosse, c'est la traduction de The High Moor en Le Grand Marais au lieu de la Haute Lande. D'autant que l'ouvrage indique dans la description du Grand Marais, page 86, comme son nom le laisse supposer, le Grand Marais est une région surélevée de landes, d'affleurements couverts de mousse et de ravins cachés s'étendant sur des kilomètres. Pardon, mais une région surélevée de landes, d'affleurements couverts de mousse et de ravins cachés qui s'étendent sur des kilomètres, ça ne ressemble pas du tout à un marais.
Alors je prétends pas être un expert des marais, mais Larousse nous dit qu'un marais c'est une région recouverte par des eaux peu profondes et en partie envahie par la végétation. Pas du tout une région surélevée de landes et de ravins cachés. Et la carte indique elle-même qu'il s'agit d'une lande et non pas d'un marais, parce que le High Moor possède le code graphique de la lande sur la carte, et non pas le code graphique du marais. Enfin, il faut savoir que, historiquement, le Grand Marais existe, mais il ne se situe pas du tout au High Moor, il se situe dans le Cormire, à l'est du Cormire, à la frontière avec la Sambie. Là-bas, il y a un Grand Marais qui a le nom de Grand Marais. Bon, ça c'est un exemple de High Moor. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? En plus des erreurs de traduction, parce que là, je ne veux pas dire que c'est pas une erreur, c'est complètement une erreur, il y a des erreurs au sein du même ouvrage. Alors bon, on en a déjà relevé plein précédemment, on va pas revenir dessus, mais ça nous indique quand même qu'il n'y a pas eu de relecture, ne serait-ce que d'une page par le type qui l'a écrite. Qu'est-ce qu'on retrouve ? Comme on l'a déjà dit, on a également des erreurs dues à des différences entre les ouvrages de la gamme française de DD5. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas non plus de relecture au sein de Black Book Edition entre les personnes qui font les traductions des différents ouvrages. Peut-être que c'est les mêmes personnes, je vais pas regarder. Mais en tout cas, il n'y a pas de relecture de ce qui a déjà été traduit auprès des autres. On a parlé notamment de la Grande Route, ou la Grande Route, ou la Grande Route avec un tiret. On a parlé de Hot Now, et on a parlé de Shod Now. Voilà. Ça, c'est un exemple. Qu'est-ce qu'on a aussi ? On a parlé de la politique commerciale de Wizards of the Coast. On l'a vu plus haut, la non-traduction des termes comme Neverwinter et pas d'hiver, elle relève probablement d'une volonté de Wizards of the Coast de conserver les mêmes termes dans toutes les langues pour optimiser ses campagnes commerciales promouvant le jeu vidéo Neverwinter. Si on part de ce principe, on comprend pas pourquoi le nom de toutes les villes n'a pas été conservé. Le problème principal avec ça, c'est que le nom des villes restés en anglais cohabite avec des noms de lieux, eux, traduits en français. Et donc en fait ça nous fait perdre toute crédibilité à l'univers, et ça nous fait perdre notre capacité à l'immersion pour le lecteur, et en particulier le lecteur néophyte. Wizard, on peut le penser, fait plutôt du marketing et cherche à faire une passerelle entre ces différents produits quand les acheteurs de JDR pensent, eux, cohérence et immersion dans l'imaginaire. Et c'est probablement cette différence d'objectif qui éloigne des acheteurs des versions traduites et qui les conduisent à privilégier la version originale. On voit souvent ça sur le forum, des gens qui disent vu la qualité de la traduction, c'est pas la peine, moi je reste avec ma version anglaise. Quel autre groupe encore de noms propres et de problèmes est-ce qu'il y a eu ? On en a déjà parlé. La traduction et la non-traduction de noms équivalents. Marsember, laissez Marsember, alors que Secomber, en anglais, ça devient Secombre. Donc Marsember ne devient pas Marsembre, mais Secomber devient Secombre. Là, faut y trouver une logique, là. Le nom anglais, il est francisé dans un cas, et il aurait dû l'être dans l'autre pour garder une certaine cohérence au sein du même ouvrage, et avec les traductions des gammes antérieures. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des traductions pour des termes qui ont été traduits dans des éditions antérieures, mais avec de nouveaux termes. Là, on va pas faire de chauvinisme. Des fois, on peut imaginer, on peut l'espérer, on va le voir, il peut y avoir de meilleures traductions qui ont été trouvées dans cette dernière édition de Donjons Dragons. Alors, on va prendre quelques exemples. Donc, le premier exemple qu'on va prendre, les monts du Crépuscule. Donc, les monts du Crépuscule, ils sont situés à l'est des contrées du mi-temps occidental et à l'ouest du Cormire. Et qu'est-ce que ça signifie, crépuscule, si on prend le Larousse ? Ça signifie lueur atmosphérique due à la diffusion de la lumière solaire lorsque le soleil vient de se coucher, crépuscule du soir, ou va se lever, crépuscule du matin. Et ça signifie aussi tomber de la nuit. Autrement dit, le soleil est déjà couché et il diffuse une lumière faible et particulière. Le nom mont du crépuscule, ça laisse à penser qu'une telle lumière est visible depuis ces montagnes, ou que ces montagnes sont plongées dans cette lumière, ou que ces montagnes sont plongées continuellement dans la tombée de la nuit, donc dans un début d'obscurité. Mais en français, crépuscule, ça peut aussi signifier ce qui décline, ce qui est proche de disparaître, du déclin, de la fin, le crépuscule de la vie. Auquel cas, on peut se poser la question de savoir si c'est plutôt quelque chose d'important qui n'aurait pas pris fin dans les monts du crépuscule, la fin d'une dynastie, d'une épopée, d'une ère. Qu'est-ce qui a pu prendre fin pour que ce soit le crépuscule de cette histoire ? Le problème, c'est que les monts du crépuscule, c'est la traduction de Sunset Mountain. Et l'anglais pour crépuscule, c'est Dusk, ou Twilight. Il est beaucoup plus rarement traduit par Sunset ou par Sundown. Sunset, ça signifie le coucher du soleil, ou le couchant.
Autrement dit, c'est le moment où le soleil se couche, et non le moment qui suit celui où le soleil vient de se coucher. C'est pas exactement la même chose. Et les traductions plus anciennes, qu'on retrouve notamment dans la 3e version de Donjons & Dragons, proposent les montagnes du couchant, bien plus proche de la version anglaise, et qui évite la confusion polysémique qu'amène le terme de crépuscule. Pourquoi le terme de couchant est d'autant plus juste que crépuscule ? Le truc c'est, les Sunset Mountains sont les dernières montagnes à l'ouest de la mer des Étoiles Déchues, et elles répondent aux Sunrise Mountains, qui sont toutes à l'est de la mer des Étoiles Déchues. Et tout comme le Japon, c'est le pays du soleil levant parce qu'il est situé le plus à l'est du planisphère avant la découverte de l'Amérique, les Sunrise Mountains, les montagnes du Levant, c'est les montagnes les plus à l'est de Faerûn, c'est-à-dire le continent. Tandis que les Sunset Mountains, les montagnes du couchant, c'est les montagnes les plus à l'ouest de la mer des Étoiles Déchues et des contrées du mi-temps tout court, qui ont été le théâtre de bon nombre d'aventures et de romans dans les premières éditions de Donjons & Dragons. Et elles deviennent artificiellement, puisqu'elles sont, cette région, les contrées du mi-temps, elles sont le cœur des aventures, elles deviennent artificiellement le centre du monde fantastique. Et par là même, les contrées du mi-temps deviennent le référentiel géographique à prendre en compte quand on veut comprendre certains toponymes des royaumes. Deuxième terme, l'échine du monde. Bon, l'échine du monde, c'est la traduction proposée par l'ouvrage en français de The Spine of the World. The Spine of the World est une longue chaîne de montagnes hautes, déchiquetées, toujours couronnées de neige et ressemblant à des aiguilles de glace pour les pics situés les plus au nord. En français, spine, ça peut être traduit par colonne vertébrale, dos ou tranche, quand il s'agit d'un livre. Mais là, il n'y a pas de rapport, donc dos ou tranche, on va laisser de côté. Et puis ça peut aussi se traduire par épine, pour les végétaux dans la plupart des cas, ou encore par épine dorsale, ou échine. Le mot échine, c'est un synonyme d'épine dorsale, mais ça signifie aussi autre chose. Ça signifie morceau de demi-gros de bœuf, comprenant l'aloyau et le train des côtes, et le train de côte. Et ça veut dire aussi morceau de porc, comprenant la région du cou et les 5 premières côtes. Autrement dit, on se trouve, encore une fois, avec un terme polysémique qui peut prêter à confusion, alors qu'il peut être remplacé par épine dorsale, qui, en plus de très bien imager l'état dangereux et escarpé de la chaîne montagneuse, se rapproche le plus du spine en VO. Parce que ça, c'est une autre règle de traduction qui est, on va dire, est la règle à prendre en compte à la fin. C'est si jamais on veut traduire mot à mot un terme, on doit essayer de prendre le terme qui a le sens le plus proche. Et si jamais on avait le choix entre plusieurs termes qui ont le sens le plus proche, on devrait choisir celui qui a la sonorité la plus proche. Mais d'abord le sens, ensuite la sonorité. Donc, troisième toponyme qui va nous intéresser, c'est les monts de l'Épée. Alors, les monts de l'Épée, ils sont situés sur la côte ouest du Nord, la grande région du Nord, au niveau de ce qui s'appelle la côte des épées septentrionale. Et les monts de l'Épée sont la traduction de Sword Mountains. Donc Sword, c'est au singulier, et Mountains, c'est au pluriel. On pourrait se dire que les monts de l'Épée, c'est une bonne traduction, sauf qu'il faut replacer les Sword Mountains dans leur région géographique. Et la côte des épées, côte c'est au singulier et épée au pluriel, c'est la traduction de Sword Coast. Sword singulier et Coast singulier. Et elle tire son nom, cette côte des épées, d'après les géographes des royaumes, de la falaise qui longe cette côte depuis Baldur's Gate, la porte de Baldur, au sud, jusqu'au profond au nord. Et ces falaises blanches escarpées peuvent faire jusqu'à 800 mètres de haut, et elles reflètent la lumière du soleil telles les lames des épées. La Sword Coast, ou la côte des épées, elle est située en face de la mer des épées, la Sea of Swords, qui tient son nom de la multitude de pirates qui parcourent ses eaux, ce qui n'a rien à voir. D'un côté, on a une côte qui tire son nom de son aspect géologique, et de l'autre, on a une mer qui tire son nom de son aspect historique. Le parti pris par la traduction française pour Sword Coast est de conserver la traduction traditionnelle côte des épées. Même si dans Sword Coast, je le répète, il n'y a qu'une seule épée, parce qu'en fait c'est un singulier générique. C'est la côte de l'épée. La côte de l'épée dans le sens où cette côte est semblable à une épée. D'accord ? Le parti pris a été de dire c'est la côte des épées. Il n'y en a pas qu'une, il y en a tout le long. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la Sword Coast des géographes se poursuit au nord par les Sword Mountains, qui sont également très escarpés et tombent à pic, au sommet recouvert de neige, donc blanc également. Et c'est cette continuité géographique et morphologique qui vaut leur nom aux Sword Mountains. Il est donc nécessaire de conserver une uniformité de traduction de Sword en le mettant au pluriel en français. Sword Mountains devient donc les monts des épées,
ou les montagnes des épées, comme dans les anciennes traductions de Donjons Dragons. Ça s'appelait les montagnes des épées en Donjons Dragons version 3. Et on rappelle juste que Mont, c'est la traduction de Mount, et montagne de Mountains. Qui plus est, la côte située au nord d'eau profonde prend le nom de côte des épées septentrionales. Celle-ci se poursuit jusqu'à Luscan, au nord, par une côte ponctuée de petites falaises discontinues et de criques, sauf le long des Sword Mountains, où la côte elle épouse parfaitement la mer des épées. Alors certains vont peut-être me rétorquer que certains sages disent que la côte des épées trouve également son nom dans le fait que cette région est le théâtre de nombreux affrontements, tant sur la mer que sur la terre, auquel cas on dit d'accord, mais ça vaut aussi pour les montagnes des épées, car ce qu'il faut comprendre, comme on verra dans une autre vidéo sur la forêt de Tertre-Jardin, les Sword Mountains, elles ont connu leur lot d'immenses affrontements, et en particulier des armées de plusieurs milliers d'orques qui ravagent toute la région environnante. Donc des épées, il y en a un paquet quand c'est des hordes d'orques qui s'en prennent à toutes les espèces civilisées et non civilisées qui habitent la région. Autre toponyme intéressant, c'est les champs verdoyants. Alors The Greenfields a été traduit par champs verdoyants, ce qui est une nouvelle traduction par rapport aux traductions des précédentes éditions, notamment Arpent Vert en 2e et 3e édition de Donjons Dragons. Alors je suis d'accord, field, ça peut effectivement être traduit par champ, ou par terrain, ou par pré, ou par zone, etc. Mais la question c'est de savoir ce qu'est un champ. Et d'après le Larousse, un champ c'est une étendue de terre propre à la culture. Donc dans ce contexte, on serait en raison de s'attendre que les champs verdoyants comportent des cultures, au moins en partie. Mais que savons-nous sur ces champs verdoyants ? Les Greenfields sont, d'après l'aventure Hoard of the Dragon Queen, vous comprendrez que j'ai beaucoup de mal à prononcer l'anglais, c'est pour ça que je préfère le français. Ces Greenfields donc sont des prairies vallonnées dans le nord qui laissent peu à peu place à des coteaux abrupts et des plateaux rocheux à mesure qu'on se dirige vers le sud. Entre les plateaux, le terrain est complètement plan, parcouru de petits ruisseaux qui serpentent au fond des ravines escarpées. Des champs de pierre s'étendent là où des pans entiers de plateaux se sont éboulés. Donc c'est juste là où il y a des plateaux qui sont éboulés qu'on a des champs, mais non pas des champs agricoles, donc verts, mais des champs de pierre, donc plutôt gris ou marron. Le green ne fait donc pas référence au plateau. Il ne fait pas référence aux champs de pierre. Il va plutôt faire référence aux prairies vallonnées du nord des Greenfields et aux bandes de terre herbeuses entre les plateaux. Autrement dit, c'est complètement difficile de trouver un terme qui colle à ces deux caractéristiques différentes pour Fields. Éventuellement prairies, si on veut, c'est-à-dire qu'il y aura une grande prairie au nord, et puis des toutes petites prairies entre les plateaux. Bon. Mais le terme arpent des précédentes éditions, il signifie simplement étendue de terrain. Et c'est aussi généraliste que Fields, sans connotation agricole. Voilà pourquoi, à choisir, je préfère largement le nom arpent vert, ou verdoyant si on veut, à champ verdoyant. Un autre point de discorde. Les fleuves et les rivières. Alors s'il y a bien une chose qui n'a jamais été traduite correctement dans les précédentes éditions, c'est le terme river, qui signifie à la fois les rivières et les fleuves en français. Les Anglais, ils ont un seul terme, là où nous, on en a deux. Et un fleuve, c'est un cours d'eau finissant dans la mer et souvent formé par la réunion d'un certain nombre de rivières. Quand une rivière, c'est un cours d'eau de faible ou moyenne importance qui se jette dans un autre cours d'eau. Pour la pêche, on distingue les rivières de première catégorie, où dominent truites, ombres, saumons, etc., et les rivières de deuxième catégorie, où dominent des poissons blancs. Super. Donc cette nouvelle traduction aurait donc pu être l'occasion de corriger définitivement, ou plutôt momentanément jusqu'à une 6e édition où ils vont en ressortir des trucs, mais ça aurait pu corriger cette aberration géographique que de voir des rivières se jeter dans des mers. Voilà, c'est des fleuves qui se jettent dans des mers. Le défi est manqué avec le fleuve d'Elimbir, qui est considéré comme une rivière en page 45, la rivière Neverwinter en page 49, mais ça devient le fleuve Neverwinter en page 50, et la rivière Dessarine, page 57, au lieu du fleuve Dessarine. Bon, le pari est gagné avec le fleuve Chiontar en page 51, la rivière Rorin en page 53, mais orthographié Rovin sur la carte, voilà, encore un problème de relecture de la carte, en fait c'est un problème de copier-coller. Si jamais on regarde, le V et le R ne sont pas du tout à côté sur le clavier, donc c'est vraiment un problème de... Je sais pas, il y en a un qui dictait et l'autre a mal entendu, je sais pas. La rivière Surbrine, bon bah là ils se sont décidés à rajouter un E à Surbrun au lieu de Surbrine, mais pourquoi ils n'ont pas rajouté un E à rivière Rorine au lieu de Rorin, ou Rovine si vous voulez vraiment laisser le V sur la carte au lieu de Rovin, enfin bon, ça n'a pas de sens. Et puis il y a des termes pour lesquels ils ont modifié les traductions, et puis au final, c'est pas si mal. Si je prends les cornes orageuses, c'est la traduction de Storm
Horn, que l'on retrouve sous le nom de Corne des tempêtes dans les précédentes éditions. Alors, ces montagnes sont parcourues, selon leur description, de violentes tempêtes qui surviennent à n'importe quelle saison, parfois même lorsque le ciel est complètement dégagé. De telles tempêtes sont accompagnées d'un tonnerre assourdissant, d'éclairs aveuglants et d'un vent terrible qui disparaissent en une demi-journée comme ils sont venus. Or, d'après le Larousse, une tempête, c'est une violente tourmente atmosphérique, en particulier en mer. Alors qu'un orage, c'est une perturbation atmosphérique violente, accompagnée d'éclairs, de tonnerres, de rafales, d'averses de pluie et de grêle. Autrement dit, le terme tempête est plus générique et peut-être un peu plus spécifique au milieu maritime, là où le terme orage prend en compte la foudre et le tonnerre. Donc on peut se dire que corne orageuse est une bonne traduction du point de vue du sens. Corne des tempêtes sera une traduction préférable si c'est la continuité de la traduction qui est recherchée entre les différentes éditions. Mais le nom corne orageuse peut tout à fait être pris, et j'avoue que si jamais on veut être puriste, entre guillemets, ça serait celui-là à prendre en compte. Bon, on va s'arrêter là pour ce qui est de la traduction des noms propres dans le guide des aventuriers de la Côte des Épées, pour plusieurs raisons. Tout simplement, la première, c'est parce qu'il y en a une quantité astronomique, et on va pas y passer 4 jours. La deuxième, c'est parce que cette vidéo n'était là que pour vous donner mon point de vue sur l'importance de la traduction des noms propres, sur la manière de les traduire, sur ce qu'il aurait fallu faire par rapport à ce qui a été fait. Alors, j'avais posé la question à Black Book Edition sur leur forum, pour leur demander s'il y avait des règles concernant la traduction des noms propres. Et Black Book Edition avait répondu, la règle c'est qu'il n'y en a pas. On envoie notre traduction et il nous envoie une liste de noms propres qui doivent être laissés tels quels. Bon. Alors ça concerne les termes qui sont laissés anglais et dont on peut se dire, ok, il y a une logique commerciale. Neverwinter, Silvery Moon, Waterdeep, Candlekeep, Daggerford. Ok. Là, il y a une logique commerciale, ils se disent, on va publier des ouvrages, des aventures, des suppléments sur ces termes, avec ces termes. Or, ces termes sont maintenant des marques déposées, donc on ne veut pas de traduction, comme ça on garde les droits sur ces marques déposées. Ok. Mais des fois, on peut quand même être surpris, parce qu'il va y avoir des noms propres de personnages, des personnages absolument inintéressants, ou qu'on ne va retrouver que à cet endroit, que dans un paragraphe de l'aventure, par exemple, et ces noms propres ne vont pas être traduits. Et un autre personnage qu'on va retrouver uniquement à un autre endroit de l'aventure, lui, son nom propre va être traduit. Donc, on peut se dire que Wizard a donné des consignes pour ne pas traduire certains noms propres, mais on peut se dire aussi qu'il y en a d'autres, c'est Black Book Edition qui a préféré ne pas se donner la peine de les traduire. Bon, on en pensera ce qu'on veut, c'est mon opinion, elle vaut ce qu'elle vaut, et elle vaut sûrement pas grand-chose. Donc comme je vous l'ai dit, on s'arrête là pour ce qui est du guide des aventuriers de la Côte des Épées. Donc cette vidéo, elle était simplement là pour vous donner mon point de vue sur ce qu'il faudrait faire en termes de traduction, et en particulier ce qu'il faudrait faire quand on est un fan des Royaumes Oubliés. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que toutes les aventures qui ont été publiées, une grande partie, qui se déroulent dans les Royaumes Oubliés, se déroulent dans la région du Nord. De la Côte des Épées, qu'est-ce qu'on a ? On a une aventure qui se déroule dans Valbise, on a une aventure qui se déroule dans les contrées du mi-temps occidental, c'est la porte de Baldur descend en Averne, on a Waterdeep, les 2 volumes de Waterdeep, on a Candlekeep, donc l'aventure qui se déroule à Château-Suif, pareil, c'est les contrées du mi-temps occidental. Donc on a énormément d'aventures qui se déroulent dans cette région, et parce qu'on a énormément d'aventures qui se déroulent dans cette région, et parce que je suis fan des Royaumes Oubliés, à mon niveau, j'ai eu envie, comme énormément d'autres joueurs, et énormément d'autres maîtres de donjons, de faire une carte de la région de Phandalin, Phandaline maintenant, on est censé dire Phandaline, une carte de la région de Phandaline qui regroupe l'ensemble des territoires, des lieux, des villages, des montagnes, des collines, des cavernes, des sanctuaires, etc., qui ont été amenés au fil des aventures, à la fois en Donjon Dragon 5, et puis dans les aventures et dans les livres de règles traitant des Royaumes Oubliés et de cette portion des Royaumes Oubliés. Donc, c'est mon objectif dans une prochaine vidéo, faire une vidéo dans laquelle on réalise une carte sur laquelle on met les différents lieux de la Côte des Épées septentrionale, et pour pouvoir les mettre en français, il va falloir choisir une traduction adaptée. Donc bien sûr, on va prendre de préférence les traductions françaises. Donc de préférence, on va prendre les traductions de Donjon Dragon 5. Mais si elles étaient meilleures, on va prendre les traductions des précédentes éditions. Et puis s'il n'y avait pas eu de traduction, ou si elles étaient vraiment nulles, ou s'il y avait une absence de compréhension de la traduction, et ben là, on va le corriger. D'accord ? Et on fera ça livre par livre. C'est-à-dire qu'on reprendra d'abord la carte du kit d'initiation avec les lieux du kit d'initiation,
Et puis après, on viendra ajouter sur cette carte les lieux du... Où est-ce qu'elle est la boîte là? Les lieux de l'essentiel. Et puis ensuite, on viendra rajouter les lieux qui avaient été introduits dans Donjons & Dragons 4. On va rajouter les lieux qui ont été introduits dans Storm King's Thunder, voilà, l'aventure qui se passe avec les géants. Voilà, donc on va rajouter les lieux au fur et à mesure, les lieux également qui ont été rajoutés officiellement par l'intermédiaire des aventures de l'Adventurers League. Donc on va faire tout ça, mais ça va nous prendre un petit bout de temps et quelques vidéos, et surtout, ça nous permettra d'avoir une base de réflexion sur le fluff. Donc c'est l'objectif de cette chaîne, et puis si ça vous intéresse, vous pourrez attendre les vidéos. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous dis à une prochaine fois. D'ailleurs, il faudrait que je trouve l'équivalent en français du terme lore. Voilà. Ça serait un truc, parce qu'il y a encore un anglicisme qu'on utilise, et ce serait peut-être bon de trouver l'équivalent en français.